il est évident qu'en 60 minutes, Ouais. on ne peut pas être au mieux dans la relation de soins et bien traitant pour installer 9 personnes extrêmement dépendantes Ouais. pour la nuit. Ce soir, Sophie Lapart. Bonsoir. Sophie Lapart, vous êtes aide-soignante, vous étiez employée dans une maison de retraite réputée de l'Île-de-France, mais devant les soins bâclés, les manipulations brutales et l'absence d'humanité imposée par la rentabilité de l'entreprise, vous avez préféré démissionner. On en parle à 20h. Sophie, rebonsoir. Vous avez 48 ans, vous êtes mère de 5 filles, âgées de 13 à 20 ans. L'envie d'avoir une famille nombreuse a toujours correspondu à votre soif de donner et de partager, ce qui explique votre idée de soigner des personnes âgées. Pour vous, ça a été une évidence. Avec un élément moteur qui est encore l'amour que je porte à mes grands-parents. Mes grands-parents vieillissants se sont trouvés éloignés de moi. Ils se sont beaucoup occupés de moi lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune. Et je n'ai pas pu leur rendre en retour ce que j'aurais aimé faire pour eux à ce moment-là. Donc ça a été, je pense, aussi l'élément à la base déclenchant. Alors en 2003, vos filles sont grandes et vous entrez dans une association. Vous commencez à faire des soins à domicile. En parallèle, vous suivez une formation de psychologie, soins palliatifs, comment traiter les malades atteints de Parkinson ou d'Alzheimer. Et cette expérience d'aide-soignante est un rêve, en fait, plus qu'un travail, car vous accomplissez votre vocation. C'est un milieu professionnel où je me révèle complètement et je dis que les malades, les mourants m'ont appris à vivre autrement. Quand on approche de la mort, on quitte le paraître pour l'être. Le temps de la fin de vie, c'est pour moi un temps où on n'est jamais plus dans la vie qu'à ce moment-là. C'est vraiment un espace de vérité. Alors vous avez une technique, c'est, vous dites, prendre la météo de vos patients, oui, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous les regardez, vous regardez leur regard, leur comportement, leurs mouvements, et vous arrivez à voir tout de suite dans quel état ils sont, quoi. Surtout lorsque nous sommes en relation de soins avec des personnes qui n'ont plus les moyens de communiquer. Donc, dans les situations du langage, ce qu'on appelle la communication non verbale. Hein. Et donc, ce que j'appelle ma météo, c'est tous ces petits signes qui vont me permettre de voir comment il ou elle va. La façon dont il respire, la façon dont il me regarde ce matin, l'odeur qu'il y a dans la chambre, tous ces petits signes qui sont extrêmement importants pour nous autres soignants. Alors, il y a des histoires bouleversantes de votre époque d'aide-soignante à domicile. Marcel, qui veut sortir une dernière fois pour aller acheter du pain au village. Alors ça lui prend je ne sais pas combien de temps pour remarcher, pour sortir, quoi. Ça fait à peu près 24 mois que ce monsieur n'a plus quitté son domicile, insuffisance respiratoire, presque non-voyant. Et en collaboration avec le kiné, nous commençons un travail de stimulation. Et c'est vrai qu'après après 8 mois, Marcel est prêt, de mon point de vue, à pouvoir sortir. Et donc sa dernière sortie, c'est d'aller justement accompagner à mon bras jusqu'à la boulangerie où tous ses anciens copains vont sortir, tout le monde va le féliciter, l'encourager. C'est magnifique. Les gens du village applaudissent, quoi. Ah oui, oui, parce que c'est comme un film. C'était son village natal, ouais. Et pour lui, c'était vraiment une prouesse. Il y a Jean aussi qui est atteint d'un cancer en phase terminale et dont le rêve est de danser la valse une dernière fois, et il le fera avec la perfusion dans le bras. C'est un effort pour lui, il a très envie de cela, et oui, c'est aussi un grand moment. Ouais. Alors, au bout de 4 ans, vous voulez tenter une nouvelle expérience et travailler dans une maison de retraite. Celle où vous entrez est un établissement haut de gamme, répertorié parmi les meilleurs d'Île-de-France. C'est quand même, le prix minimum, c'est quand même 3 000 € par mois. Ça va jusqu'à plus de 5 000 € par mois. La publicité dit, c'est une résidence chaleureuse et familiale au cœur d'un parc boisé. Voilà. Tout à fait. Mais dès que vous arrivez là-bas, une collègue vous avertit, vous dit, ici, tu sais, on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes, quoi. Le rythme est très rapide. Par exemple, le soir, vous avez 1 heure pour ramener du réfectoire et coucher 9 patients. Et il est évident qu'en 60 minutes, ouais. on ne peut pas être au mieux dans la relation de soins et bien traitant pour installer 9 personnes extrêmement dépendantes ouais. pour la nuit. Ouais. Alors, 6 aides-soignantes pour 51 chambres, là, vous n'avez pas le temps de prendre la météo, comme vous dites. Malheureusement. Alors, résultat, évidemment, pas de toilette approfondie, les soins de bouche jamais faits, les pieds pas lavés,
des fauteuils pleins de débris alimentaires, donc pas désinfectés. Il est vrai que nous retrouvons souvent des prises de médicaments sous les fauteuils, sous les assises de fauteuil. Les fauteuils ne sont pas quotidiennement désinfectés comme ils le devraient. Les patients sont souvent reconduits en chambre, toujours avec des débris alimentaires. On peut même les retrouver installés au lit à certains moments avec des débris alimentaires. Je dirais que cela touche essentiellement, je tiens à le préciser, les plus démunis. C'est ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, et vous vous élevez contre cette terminologie. D'un seul coup, c'est une façon de l'admettre, de la nommer. À force de dire maltraitance institutionnelle, j'ai l'impression qu'on va finir par croire et vouloir entendre que c'est normal. Ouais. Ce qui n'est pas et ce qui n'est pas acceptable. Bien sûr. Alors, vous racontez des choses hallucinantes. Maurice, amputé des 2 jambes, cicatrice infectée à la hanche, qui a des escarres parce qu'il est dans son lit depuis des années, et qui baigne dans son urine parce que sa sonde urinaire n'a pas été changée depuis 6 mois. Et donc, il va falloir exactement 12 jours pour qu'une nouvelle sonde nous arrive et qu'elle puisse être remplacée. 12 jours, c'est énorme. Alors Jacques, 75 ans, alors lui, pour remplir les lits, on l'installe à côté d'une chambre où il y a une femme qui hurle toutes les nuits. Et lui, il dit, mais attendez, je paye, quoi. Je voudrais être dans une autre chambre, je veux pouvoir dormir. Et on lui dit que c'est pas possible. Donc tout ça, c'est simplement pour montrer la difficulté à vouloir faire cohabiter en maison de retraite médicalisée des résidents qui sont parfois relativement en bonne santé, au milieu de résidents qui vont poser ce genre de soucis. Ça, c'est toute une problématique, effectivement. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'un jour, le gars, il dit, je vais dîner chez mon fils. Il sort et il va se jeter sous un train. Alors, le pire, c'est Blanche. Si vous racontiez pas ça, on ne le croirait pas. C'est-à-dire que cette femme est sur un fauteuil roulant. On l'amène à la table du goûter. Et en fait, la personne qui l'a amenée à la table du goûter, c'est pas aperçu qu'elle était morte. Simplement pour montrer, et je n'en veux absolument pas à la collègue et peu importe, c'est que les conditions de travail peuvent justement faire que l'instant où cette personne a été descendue jusqu'en salle à manger, ça peut prendre 5 minutes, il n'y a pas eu un regard pour elle. L'objectif était de rassembler très rapidement tous les résidents pour le goûter. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quand vous la voyez, vous lui parlez, elle ne bouge pas, elle avait toujours la tête un peu penchée comme ça, donc au départ, et vous apercevez qu'elle est morte, et vous l'évacuez pour donner le change, c'est assez grand. Vous lui dites, allez, venez, je vais vous ramener dans la chambre, quoi, voilà. Oui. Alors, vous dites que quand on place ses parents ou ses grands-parents en maison de retraite, la mauvaise conscience est telle qu'on préfère s'aveugler, c'est-à-dire on paye, on dit, voilà, je paye 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, et finalement, ça évite d'une certaine façon d'être rongé par la culpabilité, quoi. Lorsqu'un enfant place son parent, il ne peut pas avoir bonne conscience. Le placement, c'est toujours un choix extrêmement difficile pour la famille. Donc forcément, l'attitude de culpabilité va faire qu'ils vont préférer, et ils ont raison quelque part, nous faire confiance et se convaincre que le parent est en totale sécurité chez nous. Et ça, on peut le comprendre tout à fait. On n'est jamais bien quand on place son papa ou sa maman, jamais. Pourquoi finalement on ne fait pas plus d'aide à domicile? Parce que c'est mieux pour les vieux, et en plus de ça, ça coûte moins cher. Effectivement, cela coûte moins cher. Néanmoins, il faut savoir que la maltraitance existe également à domicile. Le domicile n'est pas épargné complètement des attitudes malveillantes. Est-ce qu'on peut dire que moins les enfants viennent voir leurs parents, plus les parents sont maltraités? La porte est plus grande ouverte, je dirais. Ouais. Oui. Oui, parce que dès l'instant où on sait qu'il y a de temps en temps une visite, on remarque facilement que vers des résidents où la famille est assez proche et impliquée justement, le risque est moindre malgré tout. Tariq? Vous savez, je pense que ce soit des institutions ou à domicile, au bout du compte, c'est le fond de la question. C'est est-ce qu'on va vers une société où, avec les personnes âgées, on considère que comme elles sont plus utiles au système, eh bien, on va investir de l'argent pour s'en faire sur leur dos, mais plus s'occuper de la dignité. Et là, toutes ces histoires que j'entends sont des histoires de la dignité. Et finalement, je pense que c'est vrai.
qu'une société est digne par la façon dont elle est digne avec les personnes les plus âgées, ceux qui l'ont faite et constituée. Je crois qu'on devrait l'entendre très profondément comme une vraie question philosophique, pas simplement comme une question comptable. Il y a le regard que nous avons pour nos anciens, et on s'en est aperçu au moment de la canicule de 2003, pas tant l'attitude du gouvernement, qui a fait ce qu'il pouvait, c'était pas... mais on s'est rendu compte qu'en effet, un certain nombre de vieux, entre guillemets, étaient laissés comme on laisse des chiens dans des stations-service. Et ce regard-là, alors que vous avez des sociétés comme les sociétés africaines, par exemple, où vraiment les gens ne gagnent pas un souffle, et ils ont quand même... C'est inimaginable que leurs anciens, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, soient abandonnés. Donc, elles meurent dans la hutte ou dans la cabane ou dans la maison. Voilà, je pense que ça nous interroge. Je pense que ça devrait nous éclairer. Vous avez parfaitement raison, Patrick. Georges-Marc? Je suis d'accord avec M. Ramadan, au moins sur ce point. Une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens. Et c'est tout le système qui s'éclaire de cette lumière ou de cette ombre. Ouais. Et c'est tout à fait effrayant. Il y a une industrialisation des corps qui est un peu préoccupante. Pourquoi on n'en parle pas plus de tout ça? Parce que finalement, c'est très rare les témoignages là-dessus. Parce qu'il y a encore la loi du silence qui règne autour de cela, que la maltraitance institutionnelle peut être considérée comme quelque chose qui n'est pas gravissime. C'est vrai qu'il y a pire au niveau de la maltraitance. Et je tiens quand même à préciser que mon idée n'était pas de dire ou de répéter quelque chose que l'on sait déjà. C'est une prise de conscience de soignante, un devoir de citoyenne, me semble-t-il. Ça faisait déjà un petit moment, depuis le cœur de l'été, que j'avais vraiment envie de témoigner et de dire, non pas accuser, simplement de dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'il se passe, tout en sachant que j'ai passé des moments extraordinaires dans cette structure. C'était un plaisir de m'y rendre en service de jour, en service de nuit, très sincèrement. Simplement, il me manquait un petit peu quelqu'un pour faire cela. Et ce qui m'a mis vraiment en avant, c'est ma rencontre avec un ami, François Nénin, qui est journaliste d'investigation, qui est extrêmement sensibilisé au sujet et qui a su gagner ma confiance. Et à partir de là, nous nous sommes mis au travail tous les deux. Ça, je tiens à le dire, ça a été vraiment un travail de partage. Voilà. D'où l'article de VSD et d'où le livre que je vous souhaite de publier pour crier encore cela un peu plus fort. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.